tous, merci d'être là, merci Michel de m'accueillir, de m'inviter, merci pour l'introduction qui va peut-être me rendre immodeste, je ne sais pas. Alors je ne vais pas tout de suite présenter en fait d'où je parle, tu l'as un peu évoqué, je vais d'abord en fait exposer, disons, le constat que je vous propose pour cette conférence, cet exposé, et puis le problème un peu spécifique qui me semble se poser à ce sujet. Puis, en passant, j'évoquerai en fait ma position, c'est-à-dire en fait, comment j'essaie de travailler en tant que chercheur sur ce point-là. Donc, il y a effectivement, en fait, une opportunité. Il y a l'urgence, effectivement, et même la peur face à l'IA, ce que tu évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi l'urgence écologique, socio-écosystémique, etc. Donc, je vais en fait allier les deux. Alors, je ne sais pas si c'est un choix marketing optimal, j'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble que de toute façon, c'est le mot modèle qui rejoint un peu, en fait, qui fait que ces deux problématiques se rejoignent aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement un caractère d'urgence, me semble-t-il, même si mon objectif, c'est justement de travailler à produire des outils distinctifs. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de distinguer, de produire des différences et de donner en fait des outils aux historiens, aux épistémologues, mais aussi aux modélisateurs eux-mêmes, aux ingénieurs, aux scientifiques, pour qu'ils explicitent davantage en fait la spécificité de leurs travaux. Parce que quand on lit la littérature, en tant que philosophe, en fait, on trouve beaucoup d'amalgames, de confusion, en fait, et il y a tout un travail qui reste à faire pour établir des différences. Alors, le plan de l'exposé sera le suivant. Je vais donc montrer qu'un problème se pose, c'est assez classiquement, vous voyez, c'est mon côté un peu prof de philo. Dans l'introduction, une introduction qui sera assez longue, je montrerai qu'il y aura effectivement un problème, une urgence multidimensionnelle, que la modélisation, c'est une stratégie assez classique, mais que dans ce problème, il y a une problématique nouvelle qui apparaît, c'est en fait la demande de compréhension. En fait, les modèles vont imposent de plus en plus deux types de compréhension. Enfin, une compréhension que je dirais sociale, c'est-à-dire que, au fond, la société civile demande à ce qu'un certain nombre de modèles, pas tous, soient compréhensibles pour elle, mais aussi les concepteurs des modèles produisent des modèles qui deviennent de plus en plus complexes, qu'ils ont du mal eux-mêmes à comprendre, et donc se posent là des questions également d'explicabilité, de compréhensibilité que vous connaissez peut-être aussi. Donc j'essaierai de montrer qu'il y a une certaine nouveauté, un nouveau défi qui est posé ici à la modélisation et à la maîtrise de la modélisation. Donc j'aborderai ensuite cette question en essayant de montrer que on peut attaquer cette question grâce justement à une boîte à outils qui est plus fine que celle dont on disposait jusqu'à présent pour caractériser les modèles. Ça ne veut pas dire que je jette par-dessus bord toutes les épistémologies des modèles. Elles ont toutes raison d'une certaine manière, mais simplement des modèles nouveaux sont apparus ces épistémologies ne sont pas annulées, mais il faut simplement en fait les compléter et les affiner. Donc c'est ce que j'essaierai de proposer. Ensuite, dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer au fond comment, excusez-moi, je ferme la porte, on peut avoir un peu moins de bruit, c'est mieux. J'essaierai de montrer sur quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans le détail, comment on peut appliquer cette boîte à outils pour justement produire des critiques épistémologiques des modèles, c'est-à-dire justement montrer qu'on peut les distinguer alors que souvent dans la littérature ils sont confondus et donc il vaut mieux utiliser ce type d'outils. Et dans la troisième partie, je m'appesantirai sur l'existence de stratégies de modélisation possibles face à la complexité et à l'imprévisibilité. Parce que vous vous souvenez sans doute de l'argument principal de cet exposé, en fait c'est l'idée d'insister sur le fait que les modèles doivent être faisables, critiquables et acceptables. Donc cette compréhensibilité aussi, elle contient ces trois dimensions, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient faisables, critiquables avec la boîte à outils, mais aussi acceptables par les porteurs d'enjeux, comme on dit, les stakeholders, lorsqu'il s'agit notamment de mobiliser ensuite des politiques publiques ou d'essayer d'infléchir une décision sociale. Voilà, donc maintenant je vais essayer de montrer que le problème se pose, disons qu'une problématique nouvelle se pose, même si la modélisation est d'usage très ancien, comme vous le savez. Donc, pour ce qui concerne l'urgence actuelle, vous le savez, elle est multidimensionnelle. Il y a même une accélération du réchauffement. Les modèles sont corrigés. Il semble que ce soit plus inquiétant que ce qu'on imaginait. Quant au climatique, mais aussi quant aux extinctions d'espèces, donc la dimension écologique. Quant à la dimension économique,
également, épuisement des ressources. Bon, alors, évidemment, il y a un peu l'arlésienne des peak oil, etc. Donc, on dit qu'on l'annonce, puis finalement, ça ne vient pas. Mais bon, il y a quand même cette question-là. Et bien sûr, les questions des gaz à effet de serre et les problématiques socio-environnementales qui sont liées, c'est-à-dire on vient de passer devant le ministère de la Transition écologique, qui s'appelait avant le ministère de l'Environnement, donc c'est significatif. Quelle transition socio-écologique veut-on et quel renoncement, quels objectifs, comment définir les trajectoires et comment mobiliser dans un contexte démocratique les gens suffisamment pour que cette transition ait des chances d'aboutir. Donc au bilan, on a des changements massifs, globaux, multidimensionnels, rapides, appelant des réponses urgentes et à grande échelle. Alors là, traditionnellement, et c'est légitime, on appelle les modèles à la rescousse. Donc on a des phénomènes qui sont complexes, je reviendrai sur cette notion de complexité, en tout cas multifactoriels, multiprocessuels, multi-échelles, qui sont imbriqués, mais pas complètement. Et en tout cas, la stratégie habituelle pour attaquer ce genre de problème, c'est la modélisation. C'est une stratégie de résolution qui s'est montrée efficace, parce que modeste d'ailleurs, et j'insiste justement sur les caractères très positifs de la modélisation, comme de nombreux épistémologues appliqués des modèles l'ont montré au cours du XXe siècle, c'est-à-dire que par opposition à une théorie, enfin un modèle prétend valoir pour une partie, pour une question, pour une perspective. Donc il y a une modestie opérationnelle qui est souvent payante. Un modèle peut être aussi adaptable, il est plus souple qu'une théorie ou qu'une idéologie. Il peut être pluriel, c'est-à-dire qu'il peut être en concurrence ou en complémentarité avec d'autres approches sans qu'il y ait de contradiction, sans qu'il y ait de dialectique directe entre les modèles. Et enfin, alors c'est ça que je vais interroger maintenant, souvent on dit qu'un modèle est une simplification. Donc, du coup, on pourrait s'imaginer qu'il est en prise directement avec la compréhensibilité. C'est-à-dire que le modèle est censé nous fournir les clés d'une compréhensibilité. Alors, c'est là que le bas commence à blesser. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas recourir au modèle, je dis au contraire, il faut accélérer sur... et on le voit bien, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les gens n'entendent pas, bien sûr, le blanc-seing des philosophes pour le faire. Les modèles se multiplient pour attaquer des problèmes massifs, globaux et urgents dont j'ai parlé, mais il y a une demande nouvelle, assez spécifique, de compréhension sous la forme d'une première motivation. Je dirais qu'il y a deux motivations quant à cette exigence nouvelle de compréhension. La première motivation est de type social. La seconde, j'y reviendrai après, elle est épistémologique. C'est lié au fait que les scientifiques eux-mêmes ne comprennent pas en fait les modèles, et pourtant ils les font. Donc pourquoi font-ils des modèles qu'ils ne comprennent pas d'entrée de jeu? Mais je poserai cette question après. Mais d'abord, pourquoi, pour les phénomènes urgents, l'urgence, hein, c'était dans mon titre, pourquoi devant ces questions, réchauffement climatique, transition socio-économique, etc., socio-écologique, il y a une problématique de compréhension et de compréhensibilité pour la société civile, parce que, au fond, c'est l'humanité dans son ensemble qui est responsable et qui a les clés de la solution, si tant est qu'on veut chercher la solution. Donc, ce n'est pas un problème technique étroit dans lequel, au fond, voilà, on va se dire savoir ses pouvoirs, parce que c'est comprendre en fait quelles sont les causes et donc agir sur les causes. Mais là, les causes, c'est l'humain lui-même dans sa généralité. Alors bien sûr, il y a des groupes humains qui sont davantage responsables. Hein. On sait que ce sont plutôt les sociétés industrielles et même, comme disent Christophe Bonneuil ou Jean-Baptiste Fresso, ce sont les Anglais. Enfin, ce sont les Anglais qui ont commencé, ou les Anglo-Américains, qui ont commencé à entrer dans l'ère du charbon et à mettre le doigt dans l'engrenage, et ensuite on a suivi. Donc il y a des responsabilités évidemment très, très, très hétérogènes. Mais au total, maintenant, on est tous sur la même planète, donc on est dans cette ère de l'Anthropocène, notion qui est elle-même discutée, mais finalement, à la marge, et il y a un relatif consensus. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on ne va pas mobiliser dans un contexte démocratique. Si on reste en Chine, le problème est différent, mais dans un contexte démocratique, on ne va pas mobiliser les gens s'ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles on les mobilise. Puisqu'on va leur demander de faire des sacrifices, etc. Donc on l'a bien vu pour la pandémie du Covid, hein, il fallait qu'il y ait une explicabilité. Donc ce n'est pas d'abord l'IA explicable, je reviendrai sur l'IA explicable, c'est l'explicabilité tournée vers les end users, hein, autrement dit les modèles, c'est-à-dire ceux qui doivent tirer les conséquences des préconisations, c'est-à-dire qui sont à la manœuvre, hein, puisque ce n'est pas l'ingénieur directement qui va changer, puisque c'est quelque chose qui est global, c'est un problème qui est global, et c'est l'humanité dans sa globalité qui est finalement aux commandes. Donc aujourd'hui, de manière inédite, ces modèles complexes et intégratifs doivent être également compréhensibles pour le grand public.
pour qu'il y ait une forme d'acceptation, de compréhension, d'appropriation et au fond de respect de la liberté, de la responsabilité des individus dans un contexte démocratique, j'y reviendrai. Donc il faut suffisamment respecter les citoyens pour leur faire comprendre en fait ces modèles. Alors maintenant, voilà pour cette première motivation qui est assez nouvelle, qui est que au fond, c'est pas pour, je dirais, c'est pas uniquement parce qu'on est des anges et on veut être des pédagogues universels de la science. Non, c'est pour des raisons purement pragmatiques aussi qu'il faut faire comprendre aux gens et qu'ils comprennent vraiment les enjeux, pourquoi ces modèles sont alarmants, par exemple, et pourquoi ils ont les clés en fait de la solution. Vous voyez, parce qu'il pourrait y avoir, oh là là, mais il faut que les gens comprennent, parce que science sans conscience, etc. Donc, non, c'est pas comprendre et faire comprendre pour que les gens soient plus cultivés et puissent retourner chez eux à cramer du pétrole et à continuer à vivre comme avant. Non, c'est eux qui ont la solution. Hein, c'est eux qui vont être les ingénieurs de la solution. Donc, il faut d'abord qu'ils soient d'accord avec les scientifiques qui produisent ces modèles-là. Donc, c'est quelque chose de nouveau, quand même, me semble-t-il. Alors, si on regarde maintenant, donc je reste sur cette motivation. Je reviendrai sur la motivation épistémologique propre aux ingénieurs et aux scientifiques. Bon, il y a plusieurs conceptions classiques des modèles, mais quand on regarde les trois grandes conceptions, il y a les conceptions positivistes réalistes. On dit, voilà, un modèle, c'est une représentation simplifiée d'un processus, d'un système. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je dis que c'est souvent été le cas dans l'histoire, simplement, voilà, il y a des petites entorses aujourd'hui. Il y a aussi une tradition non représentationnaliste en France, représentée par Jean-Marie Leguet, qui dit, voilà, un modèle, c'est un outil d'interrogation du réel. Et puis, il y a une tradition constructiviste pragmatiste, représentée par Jean-Louis Lemagne, qui insiste beaucoup sur l'idée que voilà, le modèle, c'est au fond quelque chose qui nous donne les clés pour en agir dans une situation qui peut être projetable, hein, dans laquelle on pourra intervenir. Donc il y a déjà l'anticipation d'une action. Hein, c'est un savoir-faire aussi. C'est quelque chose qui est sous la forme d'un projet, c'est une représentation intelligible artificielle des situations dans lesquelles nous intervenons. Et moi je dis, dans ce cas-là, et on va le voir, on a trois conceptions aujourd'hui, là, fin des années 90, si vous voulez, si on fait comme ça un snapshot, là, fin des années 90, voilà, les modèles sont simples, ils cherchent à simplifier, ils cherchent, etc. Et donc, quasi immédiatement, ils permettent de comprendre, si il y a suffisamment de pédagogie derrière. Mais on va voir que ce n'est plus tellement le cas, puisque à la faveur justement des tournants computationnels, c'est-à-dire de ces formidables machines que l'on a, qui sont des machines calculantes, stockantes, interagissantes et interopérables, enfin c'est tout cet ensemble numérique, hein, eh bien, on a relaxé la contrainte de la simplicité. On a en fait créé un objet tiers. Hein, alors certains disent c'est un écran, c'est un fétiche, bon, mais en tout cas on a créé des objets tiers, hein, vraiment substitutifs, qui sont des modèles et dont on n'a pas directement exigé qu'ils soient simples. Vous voyez ? Parce qu'ils n'étaient pas tout de suite portés soit par les mathématiques, je dirais déterminés par les limites de notre cerveau, ni non plus par nos compétences graphiques directes, puisqu'on pouvait transporter ces compétences représentationnelles dans des dispositifs numériques. Alors c'est le cas, vous le savez, je vais passer très rapidement là-dessus, des modèles qu'on ne cherche pas toujours à simplifier, c'est le modèle de climat, le Human Brain Project, qui a été contesté, mais il y a quand même des résultats, vous allez voir. Ils ont fait un atlas de l'intégralité du cerveau d'une souris. Les modèles de plantes, que j'ai particulièrement étudiés. Au début, on avait des modèles physiologiques, simplifiants, où on s'intéressait uniquement à la photosynthèse, au grand flux, un peu comme les modèles cybernétiques stock flux des années 60. Puis progressivement, on a représenté en fait les arbres, feuille par feuille, bourgeon par bourgeon. Voilà, et donc c'est quelque chose d'assez curieux, je me suis intéressé à ça. Et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas seulement en agronomie et en biologie, c'est devenu général, c'est-à-dire que les modèles de simulation multiprocessus, d'êtres vivants, d'artefacts de société se généralisent jusqu'aux jumeaux numériques aujourd'hui, hein, qui sont ces formes de modèles de simulation calibrés, suffisamment robustes, hein, dont on espère qu'ils vont pouvoir justement permettre pas tout de suite de nous faire comprendre, mais même de tester, hein, d'être des bancs de tests virtuels. Alors là, c'est une évocation rapide hein, de modèles de climat. Aujourd'hui, on a des grilles de 100 km.
Multiprocessus, comme vous le savez, voilà, ça c'est un résultat récent, Blue Brain Cell Atlas, donc de l'équipe de le PFL, du Blue Brain Project, hein, où il s'agit de représenter, enfin, neurone par neurone, hein, vraiment un cerveau. Ça, c'est ce que j'ai plus particulièrement étudié. Donc ça, c'est pas une numérisation de scène, hein. C'est pas un arbre qui a été scanné par un laser, hein, comme ça, et qui est modelé. C'est pas du modelage, c'est de la modélisation agronomique. C'est-à-dire, en fait, chaque feuille a été le produit d'un processus qui est botaniquement réaliste. C'est-à-dire qu'on a pu représenter l'arbre à chaque âge de sa vie, hein, de façon réaliste, avec tous les processus d'élagage, etc. Donc ça, on sait le faire. Sauf que ça suppose la pluriformalisation, ce que j'appelais la pluriformalisation, parce qu'on a des processus physiologiques qui sont hétérogènes, avec des mathématiques différentes. Parfois, c'est des probabilités, parfois, c'est de la mécanique avec de l'analyse, la formule de Young, etc., sur la flexion des branches, par exemple. Et en fait, l'ordinateur gère le dialogue entre chaque sous-modèle à chaque instant qu'il y a un événement, etc. Donc, c'est quelque chose qui est un modèle de simulation, ce n'est pas un scanning qu'on pourrait faire et qui suffirait pour un jeu vidéo. Juste une petite preuve, c'est qu'on peut, en utilisant ce type de modèle, montrer l'impact du soleil. Si votre arbre est mal situé, ben, il va pousser à l'ombre, il va pousser moins vite, hein, parce que ça intègre les processus physiologiques de ce qui se passe dans les stomates, la création de la photosynthèse, etc. Lorsque vous avez des forêts, il y a des interactions sociales entre les forêts qu'il est important de connaître, avec de l'auto-élagage ici. Ça permet de prédire si vos arbres vont pousser droit et si la tension du bois à l'intérieur va être de qualité, de sorte que vous pourrez le vendre ou pas, hein. Donc tout ça, ça permet de prédire. Vous voyez, donc c'est important. C'est pas simplement, vous voyez, c'est pas simplement ne pas expliquer, c'est aussi expliquer à ces niveaux-là la qualité du bois. Donc la question de l'opposition entre décrire et expliquer, ou prédire, c'est parfois une question de niveau, en fait, de changement de niveau, hein. Donc on ne peut pas dire dans l'absolu qu'une chose n'est pas expliquée ou une chose est seulement décrite. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque vous avez par exemple des modèles de simulation multi-échelle. Alors, un autre cas d'intégration qui intègre à la fois des caractéristiques cinétiques, en fait, du fonctionnement du cœur au niveau moléculaire, mais aussi cellulaire, c'est le vieux projet qui date des années 60, mais qui a pris une forme optimale dans les années 2000 avec le projet Physiome. Et puis le patient numérique, hein, on est en train de faire de plus en plus des modèles de simulation intégrative qui font ça. Donc vous avez à la fois des détails anatomiques et des détails physiologiques. Donc vous avez des choses qui souvent ont été étudiées par la biomédecine de manière séparée, qui sont intégrées en fait dans des cœurs fonctionnels qui sont réalistes d'un point de vue anatomique et physiologique. Donc ça, c'est pour la preuve de la complexification des modèles. Donc on voit bien que ces modèles ne permettent pas tout de suite de faire comprendre, même si justement c'est en jouant sur eux peut-être qu'on va acquérir en fait une intuition qui va permettre de comprendre. Je n'ai pas défini ce que signifie le mot comprendre, mais justement je le définirai un peu par la suite. J'arrive justement à la seconde motivation de la demande de compréhension. Justement, les scientifiques ne cherchent pas tout de suite, ne cherchent plus tout de suite, ça dépend, hein, il y a encore des cas où c'est encore ça, à faire des modèles simples, et donc cette contrainte de simplicité est relaxée. Si on regarde la définition, je dirais, positiviste, réaliste, un modèle, c'est une représentation simplifiée du réel, bah, sous-entendu, pour le comprendre directement. Le modèle outil, c'est pour comprendre comment agir. Et le modèle projet de Lemoine, c'est également comprendre pour agir en fonction de certaines valeurs, c'est-à-dire en fonction de certains projets. Donc il y a toujours cette idée du comprendre, comprehendere, c'est-à-dire prendre avec, et je reviendrai là-dessus, c'est-à-dire introduire un geste mental suffisamment simple qui rassemble dans une certaine direction et au nom d'une certaine valeur, une certaine représentation. Or, la plupart des modèles que je vous ai décrits ne permettent pas tout de suite une telle compréhension. Donc les conceptions classiques des modèles que j'ai rappelés ici, avec leur lien avec la compréhension, semblent peiner à expliquer le mouvement que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire le mouvement de complexification des modèles, d'un certain nombre de modèles, hein. Je ne dis pas encore une fois qu'ils ont fait mourir les autres types de modèles, mais voilà. Donc remarquons ici que cette seconde motivation visant à la compréhension touche les scientifiques, donc elle est de nature
épistémique, épistémologique, hein, c'est-à-dire sur les normes de la science. Les scientifiques renoncent, ou un certain nombre de scientifiques renoncent à tout de suite comprendre, et ils mettent d'abord en avant la description, ou la prédiction, ou le calibrage, enfin d'autres fonctions épistémiques, et c'est ce type de différence entre les fonctions de connaissance, les fonctions épistémiques, que moi j'ai particulièrement travaillé, pour comprendre justement eh bien, les trajectoires intellectuelles un peu plus fines que font les ingénieurs et les scientifiques aujourd'hui, enfin, qu'ils adoptent, puisque parfois, ils se disent « je ne peux pas chercher à comprendre un cerveau si je ne l'ai d'abord complètement décrit hein. ». C'est quasiment dans l'argumentaire de Blue Brain Project, hein, qui a été financé à hauteur de 1 milliard d'euros il y a une dizaine d'années, je crois, une quinzaine d'années, aux grandes dames d'un certain nombre de biologistes théoriciens qui ont dit « mais non, c'est pas comme ça qu'il faut modéliser un cerveau ». Bon, le résultat est mitigé, on pourrait en discuter, mais en tout cas, il y a quelques résultats. Alors, ça signifie qu'ils acceptent, un certain nombre d'entre eux, de produire des modèles ou de manipuler des modèles qu'ils ne comprennent pas toujours. Et donc, l'argument classique, par exemple, du constructivisme ou d'un certain constructivisme qui consiste à dire on ne comprend que ce qu'on fait, trouve ici sa limite parce qu'on fait faire à l'ordinateur quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est ce que les médias adorent lorsqu'ils nous sortent ChatGPT. Okay, comment ça se fait que vous ne maîtrisiez pas ce qui se passe? Comment ça se fait que une IA numérique puisse faire un diagnostic qui surperforme un médecin et que vous ne compreniez pas exactement pourquoi? Alors, on peut comprendre globalement en disant c'est parce qu'ils sont entraînés sur 10 000 IRM, alors que moi, j'en ai vu que 500 dans ma formation, etc. On peut toujours essayer de faire de la rationalisation a posteriori, mais comprendre exactement ce qui se passe derrière, c'est tout le programme de Explainable AI, c'est-à-dire l'IA explicable a posteriori. C'est-à-dire que vous êtes devant un résultat qui surperforme et vous essayez de comprendre ce qui se passe globalement en fait, dans les calculs. Hein, mais avec des risques de dire n'importe quoi. Hein, donc l'Explainable AI, souvent, elle présente des risques. Je reviendrai là-dessus ponctuellement. Bon, en résumé, la modélisation n'a plus toujours pour but immédiat la compréhension. Certains modèles de systèmes complexes nécessitent d'être complexes eux-mêmes. C'est le cas des phénomènes complexes globaux et urgents dont j'ai parlé justement. Du coup, résulte un problème de deuxième ordre. Si vous voulez, si vous faites se rassembler, se conjoindre les deux motivations, le grand public veut comprendre, parce que s'il ne comprend pas, il ne va pas agir selon les préconisations, et il va même agir contre les préconisations, il ne va pas croire ce qu'on va lui dire sur les 400 000 morts s'il ne se calfeutre pas chez lui, etc. Donc il ne va pas assumer cela. Et puis, l'idée qu'il faut, parce que ces phénomènes sont complexes, tout en étant urgents, mais donc d'abord complexes, il faut sans doute faire des modèles qui sont eux-mêmes complexes, qui surperforment la compréhension de première intention des scientifiques. Et donc, qui les met parfois un peu à nu face au grand public qui, lui, demande de la compréhension. Donc, c'est une espèce de problème de second ordre, hein, quand vous articulez les deux exigences de compréhension, à la fois en amont et en aval, si vous voulez. Alors, que faire? Que faire? Moi, modestement, j'observe, je regarde où est-ce qu'il y aurait peut-être des pistes prometteuses de résolution à la fois sociale et technique de ces questions. Je ne suis pas le seul, il y a des sociologues qui le font. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les distinctions conceptuelles. Donc, je fais de l'épistémologie empirique, appliquée et comparative. Appliquée, ça veut dire que j'aime bien intervenir avec les scientifiques, parfois je publie avec eux, pour justement, en fait, être un peu embedded, hein, même si ça peut être critiqué, en disant « Ah, vous êtes incorporé ». Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir tester, en fait, si effectivement ça marche, et ça peut donner plus de puissance, en fait, à l'autocompréhension des scientifiques. Et ma position dans la recherche, c'est ça, c'est faire de l'épistémologie appliquée. Tu l'as décrivé un peu, Michel, j'essaie de tenir cette position qui n'est pas facile, pas toujours comprise d'ailleurs, dans l'université, mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée, c'est, moi, il me semble que la piste qu'il faut adopter, et je ne suis pas le seul quand même à l'adopter, mais on est peu nombreux, c'est concevoir une nouvelle caractérisation de ce qu'est un modèle qui englobe celles qui existent déjà, parce qu'elles sont toujours valables, mais qui soit plus générique, parce que plus adapté à ces nouveaux cas de figure. Donc l'idée, c'est de trouver une fonction générique, une fonction générale de ce qu'est un modèle, de ce que fait un modèle d'un point de vue de la connaissance, et ensuite distinguer dans le détail les différentes fonctions des modèles, puis expliquer ensuite comment des modèles complexes peuvent être faisables
compréhensibles, critiquables par rapport à ces fonctions qu'ils affichent en fait, souvent de manière implicite, c'est-à-dire ils disent au fond, bah, en fait je vais vendre mon modèle, mais parce que simplement il décrit. Hein, par exemple, une paramétrisation dans un modèle de climat, c'est juste une prétention de décrire, donc on ne va pas les contester en disant, mais ce n'est pas théoriquement bien fondé, etc., puisque ce n'est pas la question, c'est le problème des... Donc il faut savoir discerner les fonctions épistémiques, les fonctions de connaissance. Voilà, donc pour ma grande introduction, mais rassurez-vous, ça ira plus vite sur certains passages après. Donc vous voyez que j'ai essayé de vous persuader qu'il fallait affiner les caractérisations des modèles, notamment de leurs fonctions. Donc, regardons cette caractérisation. Il me semble qu'il peut être utile de distinguer 4 aspects d'un modèle. Un modèle, c'est d'abord sa fonction épistémique. C'est un mot un peu, peut-être technique, mais c'est simplement sa fonction de connaissance. Par exemple, préférentiellement prédire, préférentiellement décrire, préférentiellement expliquer ou préférentiellement faire comprendre. Ou autre chose encore, préférentiellement énoncer une ontologie. Enfin, vous verrez que j'en ai distingué 21 fonctions. Il y a 21 fonctions épistémiques possibles. Pour le moment, il y a. Bon, je ne suis pas un fétichiste de 21, il y en a peut-être 22, 23. D'ailleurs, il y en avait 20 il y a quelques années, et puis en discutant avec les collègues, j'en ai rajouté une. Je me fiche complètement. L'idée, c'est de montrer que c'est fini. C'est un peu là de répondre poliment mais fermement à mes collègues sociologues qui disent voilà, c'est tellement complexe qu'on ne va pas aller regarder dans le détail de ces fonctions parce que c'est infini. Et tout dépend du contexte singulier dans lequel se construit un savoir partagé, etc. Très bien, très bien. Donc tout dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon? Ce n'est pas parce qu'il y a 21 classes qu'on va dire tout est possible, non. Voilà, on a aujourd'hui des moyens, même informatiques, on pourrait faire de l'épistémologie formelle classificatrice pour classer les modèles et les comparer de manière quasi automatisée. C'est un des projets d'ailleurs que j'ai, avec cette notion de vecteur caractéristique. Bon, donc c'est un vecteur, si vous voulez, avec 4 dimensions. Les 21 fonctions épistémiques, la nature, c'est ce en quoi il est fait, son principe, c'est ce sur quoi repose sa nature pour assurer la fonction, et l'usage. Je reviens dans le détail. La fonction épistémique, c'est la forme et le type de connaissances que le modèle est supposé fournir. La forme, elle peut être observationnelle. Par exemple, quand un modèle est purement, je dirais, observationnel, si vous avez une figurine en plastique qui vous représente, par exemple, je sais pas, un dinosaure dans une classe de primaire, vous avez un modèle réduit de dinosaure qui fournit une connaissance observationnelle. Alors peut-être déjà un petit peu analytique, mais enfin d'abord observationnel, avant d'être propositionnel. Le type ensuite, alors propositionnel, bien sûr, c'est en général comme ça que les épistémologues pensent qu'est toute connaissance. La connaissance, c'est je sais que ou je crois que, et puis une connaissance, c'est une croyance vraie justifiée. Mais en fait, il n'y a pas que des connaissances propositionnelles, et c'est là que les pragmatistes ont raison. Il y a des connaissances, je dirais, d'enactment, de mise en acte, il y a des connaissances observationnelles, et puis il y a des connaissances propositionnelles. Bon. Et puis, le type, pour ce qui est des connaissances propositionnelles en particulier, ça peut être une connaissance descriptive, prédictive, explicative, de compréhension, théorique, etc., que le modèle est supposé favoriser ou fournir. En général, un modèle assure plutôt une fonction, mais finalement parfois plusieurs, mais pas toutes les fonctions. Qu'est-ce que la nature d'un modèle? C'est ce en quoi il consiste, ce en quoi il est fait, tout simplement. Par exemple, justement, je parlais de la maquette en plastique d'un dinosaure, donc c'est au fond une nature matérielle inerte. Mais si vous prenez par exemple un rat pour tester un nouveau médicament, c'est un organisme modèle, donc, la nature du modèle, elle est matérielle vivante. Vous voyez? Si vous faites une expérience de pensée, ou que vous faites un schéma pour essayer de voir, commencer à travailler une preuve de concept, si vous voulez, vous faites un modèle mental. Si vous commencez à en représenter les grandes lignes sous forme symbolique, en écrivant, en faisant des équations, des algorithmes, des ensembles de relations ou d'équations figées dans des relations symboliques, alors on a une nature symbolique. Évidemment, là, les modèles que je vous ai présentés, ou les sorties de modèles graphiques que je vous ai présentés, s'appuient plutôt sur ce type-là, bien sûr. Mais attention, quand on parle avec des médecins ou des biologistes, eux, ils travaillent encore, et se posent de plus en plus de questions,
avec des organismes modèles, des questions éthiques. Voilà, vous savez, ça a défrayé la chronique, encore je crois, dans Nature of Science, puisqu'il y avait eu, je crois qu'un prix Nobel a été donné en médecine à quelqu'un qui aurait fait souffrir des chimpanzés plus que de raison. Enfin bon, il y a eu une histoire comme ça récemment. Et donc, voilà, c'est des questions... alors, ça m'amène d'ailleurs à la fonction principale du modèle, sur laquelle je reviendrai. Un modèle n'est pas forcément plus simple, mais il rend acceptable une question substitutive dans un certain contexte historique. C'est-à-dire, on accepte de faire de la vivisection à une certaine époque, dans une certaine culture, sur des organismes modèles. Dans d'autres époques, dans d'autres cultures, on n'accepte plus. Et on va se poser du coup la question du jumeau numérique, du rat jumeau numérique du rat. Bon, je reviens maintenant à la troisième dimension, le principe d'un modèle. Alors ça m'intéresse parce que ça a souvent été assez peu creusé. C'est ce par quoi la nature du modèle lui permet d'assurer sa fonction. Souvent, on dit un modèle, son principe, c'est l'analogie. C'est-à-dire l'identité ou la similitude de rapport. En réalité, ce n'est pas faux, mais ça dépend. Parfois, ça peut être simplement la dénotation. Par exemple, le fait qu'une chose vaut pour une autre chose. Par exemple, une case mémoire vaut pour un atome dans la simulation de la bombe H nucléaire par Neumann von Neumann et Metropolis et Ulam en 1945. Donc c'est une chose, une case mémoire. Donc c'est la dénotation en ce sens-là. Un symbole, c'est la dénotation. Après, ça peut être l'exemplification. Je parlais des organismes modèles. Qu'est-ce que c'est que l'exemplification? Ça veut dire que la caractéristique du modèle est la même, d'un point de vue métaphysique en fait, que la caractéristique de la chose que vous essayez de connaître. Par exemple, typiquement, si vous prenez un organisme modèle comme un porc, en fait, le porc, il partage avec nous, je crois, 85% des gènes. Donc c'est quasiment la même, enfin c'est quasiment le même type de mammifère que nous. Et donc son foie est à peu près le même que le nôtre. Enfin, donc c'est fait exactement avec le même type de, je dirais, de physiologie. Si vous étudiez, c'est pareil, la flottabilité d'un bateau en bois avec une maquette en bois, ben, la dimension bois, en fait, elle est exemplifiée. Par contre, en revanche, la taille, elle est différente, et donc il se pose des problèmes ensuite, comme vous savez, de rapports un peu compliqués. Et enfin, un modèle, ça peut être la compression d'informations. Par exemple, le moment d'un moment statistique, c'est-à-dire qu'une moyenne, une variance, ça comprime l'information. Et donc le modèle, dans ce cas-là, en fait, ça permet d'être un moteur de réengendrement des données. Donc moi, j'estime qu'une moyenne ou une distribution de probabilité, c'est un modèle en ce sens-là, au sens où ça compresse, ça comprime l'information. Donc, voilà ces principes. Et en fait, souvent, l'analogie, quand vous regardez l'analogie, elle combine la dénotation et l'exemplification. Parce que l'analogie, on dit identité de rapport entre des choses qui sont différentes, mais dénotées avec deux symboles différents. C'est ça, en fait. Donc, l'analogie combine l'exemplification et la dénotation. Quand on dit qu'on utilise les mathématiques pour faire de la physique, alors c'est la vaste question, et pourquoi les mathématiques ont une efficacité déraisonnable en physique, parce qu'on imagine que, certes, on ne va pas aller capter dans l'équation mathématique la matérialité physique, mais les rapports, mais cette fois-ci inchangés, de façon approximative, entre les valeurs qui existent dans le monde physique. C'est comme ça que vous percevez peut-être les choses, et sans doute avez-vous raison. Donc c'est là que l'analogie entre en ligne de compte. Alors l'usage, c'est ça que j'ai essayé de creuser aussi, parce que ça permet aussi d'affiner mon interaction avec les sociologues. Souvent, les sociologues ne font pas différence entre la fonction et l'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, la fonction d'un modèle est théorique, alors il va être intimidant et donc il va être normatif dans une certaine société. Or, j'essaye de faire la différence entre la théorie, entre la fonction et l'usage. L'usage, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont la fonction de connaissance du modèle est utilisée dans une performance de communication argumentative ou rhétorique. Et cet usage se fonde sur l'invocation de valeurs. Donc, par exemple, si on dit cette théorie est plus élégante que cette autre, alors dire cela, ça va avoir un rôle normatif après, alors que peut-être ce n'est pas du tout fondé, etc. Oui. Donc, un usage peut être normatif, informant un jugement, prescriptif, orientant une action, heuristique, orientant une recherche. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous trouverez ça dans l'article que je citerai plus loin, qui s'intitule « Comparer les modèles, le vecteur caractéristique », qui est paru récemment chez Nature Sciences Société. Donc voilà. Alors maintenant, je vais là aussi être assez rapide, même si je vais évoquer des approfondissements possibles sur les fonctions. J'ai dit que j'en ai trouvé 21 pour le moment.
Donc je vais les évoquer en faisant quelques coups de projecteur. Alors, il y a des passages en anglais, excusez-moi, parce que c'est repris d'une autre présentation. Je reviens sur la fonction générale et après, je vais les décliner. J'ai dit que c'était important d'affiner la définition actuelle du modèle pour pouvoir justement englober les épistémologies des modèles du passé, mais aussi être plus subtil et plus fin, plus fine grain, avoir un grain un peu plus fin pour expliquer justement ce qui paraît sinon problématique, ce désir de faire des modèles de plus en plus complexes, alors qu'on croit qu'un modèle doit toujours simplifier. Donc, j'ai essayé de retrouver un certain accord, même s'il y a un débat entre philosophes et épistémologues appliqués. On peut ranger Minsky, Marvin Minsky, comme Herbert Simon, parmi les ingénieurs épistémologues appliqués particulièrement éclairés. Donc, je cite là une phrase de Minsky, qui est souvent citée par des informaticiens. Un objet A étoile est un modèle d'un objet A, dans la mesure où l'observateur B peut utiliser cet objet A étoile pour répondre à des questions qui l'intéressent au sujet de A. Autrement dit, l'intérêt de cette définition un peu tordue, c'est de ne pas employer le mot représentation. C'est de dire, au fond, un modèle, qu'est-ce que c'est? J'ai un système cible, mais je ne peux pas directement le questionner. Donc, je vais prendre un objet substitutif et je vais poser des questions qui vont me permettre de faciliter le questionnement. Sinon, le questionnement serait trop difficile. Et c'est là la notion de difficulté qui est intéressante, parce que ce n'est plus la question de la simplification. Par exemple, si vous prenez un port, c'est plus facile de faire une expérience sur un port, au sens où c'est plus accepté dans notre société. D'accord? Mais pas parce que le port est plus simple. Le port, il est aussi complexe que nous dans son fonctionnement physiologique, à peu de choses près. Donc, vous voyez le truc. Donc, c'est pourtant un modèle. Pourquoi? Parce qu'il simplifie le questionnement, mais pas parce qu'il a simplifié une représentation, vous voyez. Donc, ça, c'est important. Et du coup, en pensant ça, je me suis dit, mais c'est pareil pour les modèles de climat, en fait. On fait des objets substitutifs comme il y a en biologie des organismes modèles. Hein, donc, il y a des choses qui ont une espèce de concrétude avec leur opacité, leur complexité, qui est reproduite d'une certaine manière ou qui est produite dans des objets substitutifs complexes que sont ces modèles intégratifs. Alors, voilà. Donc, du coup, il y a quand même cette idée que la facilitation existe toujours, mais ce n'est pas une simplification, c'est plus large, c'est la notion de faciliter un questionnement. Un modèle facilite un questionnement. Voilà. À l'occasion d'un focus sur un objet substitutif. Voilà. Et alors après, c'est en déclinant cette fonction de médiation facilitante que l'on trouve, et là je me suis appuyé justement sur des travaux collaboratifs, vous regarderez ça, je pourrais passer les slides après, pour essayer de trouver justement combien il y avait de fonctions atomiques, si on peut dire, ou plutôt élémentaires, de facilitation de questionnement. Ça a donné lieu d'abord à des ouvrages de ce type-là. J'ai affiné ça quand j'ai travaillé sur les modèles en géographie. Et puis, j'ai ajouté dans la traduction de ce bouquin un chapitre 8, justement, dans lequel j'applique la classification qui a mûri ici en 2017 à ma relecture de mon bouquin de 2007. Donc, celui-là est un peu plus complet. Donc, ces 21 fonctions, elles sont elles-mêmes subdivisées en grandes fonctions. En gros, un modèle, ça peut être d'abord faciliter une observation. Souvenez-vous, la maquette, donc du dinosaure, ça facilite une observation. Ou ça peut aussi, si on prend un organisme modèle, faciliter une expérimentation. Ça peut ensuite faciliter une présentation intelligible à travers la mobilisation d'un certain nombre de concepts. Ensuite, la théorisation intervient. On va voir avec un certain nombre de variétés. Enfin, la médiation peut s'opérer non pas entre des facultés de connaissances propres à un seul sujet, mais entre des discours développés par des sujets connaissants différents. C'est dit de façon un peu complexe. C'est simplement l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui favorisent l'interdisciplinarité, c'est-à-dire l'interopérabilité des savoirs. Par exemple, il y a des modèles ontologiques en biologie qui permettent de faire à nouveau dialoguer les gens qui ont une approche plus anatomique, ceux qui ont une approche plus physiologique, les embryologistes, etc., avec les oncologues. Donc vous avez des ontologies qui sont, on appelait avant ça des bases de données, mais ce sont des ontologies, ce sont des modèles, c'est même la fonction 6, si je me souviens bien, de modélisation. Donc ça fixe des ontologies qui ont pour but de fixer des discours, la circulation. Donc c'est des médiations là aussi, c'est des objets médiateurs.
qui facilite. Et enfin, il y a l'idée qu'on va faciliter une formulation, la médiation entre une formulation et une décision d'action. Donc là, on est plus sur des modèles qui nous orientent directement vers une action qui peut être éventuellement urgente. Donc là, on peut imaginer ici que ce n'est pas forcément nécessaire de comprendre dans le détail ce qui nous autorise à décider d'agir. Voilà, donc après vous regarderez ça, donc je pourrais donner les références. Donc c'est les subdivisions atomiques, si vous voulez. Donc ça, c'est la première grande fonction sur les 5. La deuxième, ici, il y en a encore plus, c'est l'idée, et c'est là qu'il y a la différence entre expliquer, reproduire, décrire, classifier, comprimer les données. Il y a toujours, ce qui est commun à tout ça, c'est qu'on va vers un concept. Qu'est-ce que c'est qu'un concept? C'est une idée générale qui est bien définie et qui est applicable dans des contextes relativement différents. Si vous avez une idée mais qui n'est applicable que dans un seul contexte, ce n'est pas vraiment un concept, ce n'est pas quelque chose qui est très utile. Donc un concept, c'est une idée bien définie qui est applicable dans différents contextes. Donc un concept n'était pas encore nécessaire dans la première catégorie, puisqu'il suffisait d'observer. Là, il faut commencer à avoir des concepts, à commencer déjà dans les mathématiques statistiques où on utilise la compression de données. Mais les ontologies, ce qu'on appelle les modèles de classification, les modèles de connaissance ou les ontologies, en fait, conceptualisent, ce sont des spécifications de concepts, et ce ne sont pas encore des théories, parce que la théorie interviendra dans la troisième, ce ne sont pas encore des modèles de théorie. Ce sont des modèles pour la clarification des ontologies partagées. Partagées ou pas, ou en tout cas, que vous allez employer dans votre modèle. Et c'est là, évidemment, qu'on a des catégories très importantes. Il y a les modèles descriptifs et les modèles prédictifs, donc qui sont d'abord phénoménologiques, mais qui sont quand même à base de concepts. Et il y a les modèles explicatifs, fonction 8, qui, peu ou prou, mettent en œuvre la reproduction de mécanismes d'interaction élémentaire. Donc, par exemple, des modèles mécanistiques, par exemple la pompe pour le cœur, par exemple le modèle électrique de Hodgkin-Huxley pour le neurone, par transmission de signal, donc là c'est par communication de mouvement pour les modèles mécaniques, par transmission de signal également, les modèles énergétiques pour la nutrition, donc on emploie ça d'ailleurs dans les modèles socio-environnementaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met de l'énergie parce que ça permet de faire circuler à la fois la biologie et le bio-géo-physique. Donc là, il y a la transformation de l'énergie. Et puis enfin, on peut aussi raisonner au niveau des individus pour des phénomènes de diffusion. Par exemple, ça peut être des interactions entre atomes, mais ça peut être aussi des interactions entre des cellules, ou ça peut être des interactions entre des organes ou des agents économiques. Et donc, je reviendrai là-dessus. Mais dès que vous avez des agents individuels dans lesquels vous avez des mécanismes fondés sur des théories et que vous modélisez en fait cela, vous avez un modèle qui tend à être explicatif. En revanche, si vous avez une approche plus par variable, plus agrégée, macro, et vous cherchez, par exemple, vous appuyez sur un principe d'optimalité, vous avez plutôt ici une recherche de compréhension. Donc, vous avez des modèles de compréhension, par exemple, les modèles théoriques de type cybernétique, les modèles topologiques de la morphogénèse, ou les modèles de type thermodynamique des systèmes ouverts, ou même les modèles fractales, en fait, qui sont orientés par une compréhension mathématique de principe. C'est-à-dire vous avez un phénomène mathématique et du coup, vous comprenez en fait le processus plutôt que vous allez l'expliquer en fait. Et là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, vous avez les modèles qui sont des débuts de théorie, les modèles qui sont des modèles de théorie qui l'interprètent par des objets, les modèles de théorie qui illustrent une théorie par une autre théorie, les modèles qui servent à appliquer les théories, qui servent à calculer les théories, à les reconnecter avec les données, etc. Et ça, l'ingénierie développe beaucoup de modèles. Par exemple, les modèles polyphases en physico-chimie de combustion ont besoin de modéliser à la fois des phases liquides, solides, gazeuses, etc. Et donc, ils tordent en fait les théories physiques que l'on a. Ils sont obligés de produire des modèles qui permettent justement l'hybridation et le co-calcul de théories hétérogènes. Là, on entre dans un domaine qui intéresse souvent les sociologues. Souvent, ils réduisent un peu la pratique de la modélisation à ça. C'est-à-dire que oui, les modèles servent parfois aussi à être médiateurs entre des discours au sujet d'un système complexe. Donc, entre des disciplines et des chercheurs, ça permet de faciliter la délibération et le dialogue. Je reviendrai là-dessus, parce que ça va être important pour la demande de compréhension.
et de faciliter aussi la co-construction. Par exemple, la modélisation d'accompagnement, justement pour des systèmes, des socio-systèmes où il y entre de l'humain, ben, il va falloir qu'on mobilise les acteurs, parce que vous pouvez bien modéliser la solution optimale. C'est ce qu'on faisait dans les années 70. On prenait l'avion, on allait en Afrique, on leur disait, voilà, c'est pas compliqué, il faut que vous fassiez ça, et on repartait, puis les gens ne faisaient pas ce qu'on préconisait. Pourquoi? Parce que, voilà, on ne s'était pas mis à leur place, ils n'avaient pas compris, en fait, le pourquoi du comment, et ce n'était pas des machines. Donc le CIRAD, justement, a pris conscience de ça et s'est dit qu'il faut fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'il faut rester sur place, il faut débriefer les gens. Et voilà, donc il faut faire de la modélisation participative, pas seulement parce qu'on est des démagogues, etc., on va faire plaisir, on va respecter les gens. C'est bien de respecter les gens, mais c'est aussi parce qu'on veut les résultats. On veut que les gens arrêtent de détruire leurs écosystèmes en faisant de la surpâture ici, alors qu'à côté, ça serait bien de faire une jachère ou que sais-je, etc. Donc, comment on fait ça? Par de la modélisation participative. D'accord? Donc, encore une fois, c'est aussi pour des raisons vraiment techniques que c'est important que les stakeholders comprennent quand vous êtes dans des socio-systèmes, des socio-écosystèmes. Et là, vous avez alors des modèles qui travaillent uniquement sur le notionnel et sur la décision finale. Donc, je n'ai pas tellement de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, vous avez le tableau de synthèse, vous l'avez par exemple dans le bouquin Théorie et modèles en sciences humaines, c'est là que c'est le plus détaillé, que l'on trouve sur Kern, si vous y avez accès. Et sinon, vous avez une synthèse dans l'article paru en 2022, NSS, Comparer les modèles. Donc voilà, donc ça, c'est le tableau de synthèse. Alors, je vais maintenant produire quelques exemples d'utilisation de cette boîte à outils. Donc, vous avez vu qu'elle est un peu fastidieuse, mais j'aime bien rentrer dans le détail. Mais en même temps, ce n'est pas non plus l'infini. Voilà, c'est 21 fonctions. Il y en a peut-être 22, il y en a peut-être 23, mais il n'y en a pas une infinité. Donc, je vais essayer d'appliquer, en fait, cette boîte à outils, puisque un des objectifs de cet exposé, c'est de montrer que les modèles sont critiquables, mais à condition d'avoir justement les bons outils et puis d'être assez d'accord sur les outils. Alors, je vais donner quelques exemples, hein, je pourrais en donner 1000, mais simplement les trucs les plus connus. Alors déjà, décrire n'est pas prédire, même si, en fait, prédire nécessite un peu déjà de décrire. C'est-à-dire que vous n'avez pas un modèle qui va prédire s'il ne décrit pas un tant soit peu, quand même statiquement, le point de départ, la condition initiale, etc. Donc, c'est pour ça que prédire, c'est quelque chose en plus par rapport à décrire. C'est une subdivision de la fonction 7. La fonction 7, souvenez-vous, c'est les modèles phénoménologiques, c'est-à-dire qu'ils se contentent de modeler et pas de modéliser. Ils modèlent, en fait, éventuellement même la dynamique d'un système. Alors, c'est souvent ce qu'on a en IA. Hein. Vous faites du modelage, et puis on reviendra là-dessus. Pour des raisons qui semblent un peu magiques ou en public, ça permet quand même de prédire. Hein. Donc, ce qui paraît quand même dingue. L'idée de la prédiction par rapport à la description, c'est qu'évidemment, c'est la dynamique des structures qui est reproduite et pas seulement les structures statiques. J'insiste sur l'idée de structure de données. Là, il faudrait rentrer dans le détail, mais en fait, on a des données qui sont conceptualisées, donc on est déjà un peu au-delà de l'observationnel, donc on a quand même des concepts, mais par exemple des concepts qui ne sont pas du tout pertinents, du genre couleur, là. Là, pour reconnaître un husky, en fait, il y a surtout du blanc, là, donc il y a le concept de blanc, là, un concept blanc, 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 là, donc vous savez que ce chien a de fortes chances d'être un husky. Paf, ça tombe mal, un jour, vous savez, le modèle d'IA, il va reconnaître un husky alors que c'est un chat qui est pris dans la neige. Parce qu'il a trouvé que c'était plus performant d'aller tout de suite connaître tous ces cas-là avant qu'on ait les GAN, etc., des choses qui faisaient planter l'IA numérique, les réseaux de neurones. Donc là, c'était la différence entre décrire et prédire. Maintenant, plus intéressant, la différence entre prédire et expliquer. Prédire et expliquer, c'est le titre d'un bouquin de René Thom, expliquer n'est pas prédire, ou prédire n'est pas expliquer, certes. Mais alors justement, qu'est-ce que c'est qu'expliquer? Donc je reviens sur ce que j'ai dit, c'est produire une représentation intelligible, c'est-à-dire en voyant à des concepts d'un système d'interaction de mécanismes réels, ou possiblement réels. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme? C'est des éléments et des actions qu'opèrent ces éléments par rapport à d'autres éléments, pour entrer dans le détail, mais pouvant être considérés comme la cause essentielle d'un phénomène. Donc vous avez une représentation intelligible, et pas seulement perceptive, vous voyez, ce n'est pas simplement des aplats de couleurs, c'est qu'il y a des concepts qui renvoient à des entités qui sont en interaction et qui ont des actions, donc des mécanismes, par rapport à d'autres, pouvant être la cause essentielle ou distinctive d'un phénomène qui affecte le système cible. Donc c'est plus que prédire.
Et expliquer, ce n'est pas la même chose que comprendre. Donc là, je reviens plus en détail sur comprendre. Comprendre, je comprends ici l'étymologie. Alors, c'est là la difficulté lorsqu'on dialogue avec nos amis anglo-saxons, c'est qu'eux, ils emploient souvent understand, mais ils ont aussi le mot comprehend. Et je pense qu'il vaut mieux employer comprehend, parce que understand, c'est sous-tendre, c'est-à-dire poser un substrat théorique fondamental. C'est l'idée de, on cherche un fondement quand on understand. Alors que quand on comprehend, là, c'est le latin qui parle, c'est on a une vue globale que l'on peut, par un geste mental, et ça, on rejoint justement les belles analyses de Jean-Louis Lemoigne, hein, qui dit qu'en fait, voilà, il faut comprendre ce que l'on fait en ce sens-là, c'est-à-dire être le maître de la conception. Hein, donc ça, il reprend des choses des nominalistes, de Guillaume d'Occam. Le concept, c'est un actant, ça agit. Ça rassemble des structures complexes d'un phénomène et ça lui donne une certaine unité. Donc par exemple, typiquement une unité au nom d'un principe d'optimalité. Par exemple, vous allez comprendre globalement les comportements, même de détail, en fait, de votre bille au fond du bol, parce que vous savez qu'au fond, elle est entraînée par un principe d'optimalité. Et votre cerveau n'a pas besoin d'être aidé par une machine pour comprendre. L'idée de compréhension, c'est très important, c'est que c'est à la fois très beau et en même temps très wet brain centered, c'est-à-dire c'est vraiment centré sur le cerveau mouillé. C'est vraiment notre cerveau et ses limites. Et ses limites culturelles aussi. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui ne peuvent pas comprendre tant qu'il n'y a pas certaines valeurs qui sont partagées parce qu'elles ne vont pas pouvoir émuler dans leur tête le geste simple qui permet de comprendre les rapports globaux entre les structures, du genre ça va vers l'optimum, ça va vers le minimum, vous voyez. Donc comprendre, c'est très anthropocentré, c'est centré sur la subjectivité. Donc quand on dit on veut expliquer l'IA, souvent c'est on veut faire comprendre l'end-user pourquoi il y a des chances qu'il ait une tumeur et pourquoi il doit se comporter comme ça maintenant, etc. Et il faut partir, les ethnopsychanalystes seraient d'accord, de la culture du patient. Parce que si vous lui dites, mais écoutez, étant donné les statistiques, etc., et qu'il n'a pas été à l'école, ça va poser problème. Donc, nous comprenons un phénomène composé avec notre cerveau mouillé, hein, qui peut retenir pas plus de 4 ou 5 items différents à la fois. Donc, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas du tout la même chose que l'explication. Hein. Et là, d'ailleurs, on rejoint la sociologie compréhensiviste. Hein, je suis d'accord avec Weber, etc. Sauf que je dis, il n'y a pas que ça, il y a aussi ça qui compte. Mais notamment, les simulations permettent de faire de l'explication substitutive sur des grands modèles. Mais c'est vrai qu'on a bien envie de comprendre, notamment quand un modèle à agent, on va voir, a des comportements expliquants, mais qui sont sauvages. Bah, vous n'avez pas d'attracteur, donc ça veut dire que votre calcul n'est pas robuste, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans la salle d'à côté et faire devant les étudiants, avec juste une équation, expliquer ce que l'ordinateur a fait. Vous ne pouvez pas l'expliquer en ce sens-là, le faire comprendre. Il faut appuyer sur Run à nouveau et le faire des millions de fois et même faire des analyses d'enveloppe de simulation. Et peut-être là, vous aurez une heuristique sur peut-être ce qu'il y a à comprendre. Vous voyez, vous le savez ça. Donc, c'est la différence entre expliquer et gros. Alors, puisque c'est ce que tu as vendu, Michel, et on serait voulu de ne pas en parler, donc je l'ai évoqué également dans mon résumé, les modèles à réseau de neurones. Alors, donc, vous savez, la différence, il y a symbolique, il y a numérique. Là, ce qui est up-to-date, c'est l'IA numérique qui est en train effectivement d'être très performante. Par exemple, les modèles à réseau de neurones assurent d'abord la fonction 5, c'est-à-dire la compression statistique de données. La fonction 20, le plus souvent, décision rapide, c'est-à-dire tumeur maligne, tumeur bénigne. Et maintenant, ça surperforme, donc c'est assez impressionnant pour cancer du sein. Fonction 20, décision. Mais aussi la fonction 7b, prédiction. Et on va voir après même la fonction génération. C'est la grosse nouveauté avec GPT, c'est que c'est carrément un modèle génératif. Enfin, grosse nouveauté pour les modèles de langage. En tout cas, l'idée, c'est que ça permet d'abord une mise en forme opérable de données, puis une décision face à un ensemble de données au contenu hétérogène, mal défini ou incomplètement caractérisé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment les concepts pour trouver la régularité qui pourtant existe dans les données. Eh bien, c'est pas grave, on va remplacer cette ignorance par un calcul massif. Donc, ça ne veut pas dire que les données ne sont pas ordonnées, mais ça veut dire qu'on ne comprend pas comment elles le sont. Vous voyez ? Et l'attaquer par l'IA numérique, pour l'analyse statistique non paramétrique, permet en fait de trouver des symétries ou des régularités pour lesquelles on n'a pas encore de concept pour les formuler. Ce n'est pas magique, mais
C'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, comme on ne les comprend pas, ces concepts, on ne peut pas les manipuler, on ne sait pas ensuite si cette régularité, elle est artefactuelle, ou si elle est solide, et s'il se réfère vraiment à comment se comporte le monde. Je parlais tout à l'heure du fond blanc pour les huskies. Bah, on sait que ce n'est pas robuste. Vous pouvez avoir un husky, d'ailleurs, il y en a de plus en plus, sous nos contrées, et donc il y aura une forêt, la forêt de Fontainebleau derrière, mais ça sera un husky quand même. Donc évidemment que le réseau de neurones doit s'adapter. Car, vous le savez, le processus mis en œuvre par le programme n'est pas conçu ni pour mimer, même approximativement, celui du réel, ni pour être compréhensible par un cerveau humain non aidé. Ce n'est pas l'objectif, hein, même si c'est supervisé. Donc là, c'est les modèles de réseau de neurones habituels. Donc il s'agit d'une reconnaissance de forme le plus souvent dans des données mâles ou incomplètement structurées, comme l'écriture manuscrite, ou plus généralement une classification. Pour les jeux, il s'agit en fait d'une récurrence, une classification suivie d'une décision quant à la modification même des données en retour. Donc on avait vu les choses qui avaient défrayé la chronique il y a quelques années, les jeux de Go par exemple, ou StarCraft. Et donc on a une nouvelle décision qui est prise. Alors arrêtons-nous sur GPT. Les modèles génératifs, les nouveautés, me semble-t-il, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est donc des transformeurs génératifs préentraînés semi-supervisés. Au lieu de classer, en fait, ils peuvent engendrer des données réalistes. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont une approche bayésienne, ils calculent les probabilités conditionnelles, hein, et donc ils donnent un moteur d'engendrement. Donc il y a l'idée aussi du principe 4, le fameux principe compression de données, mais qui permet de réengendrer ad libitum en fait, quelque chose qui ressemble au système cible. Donc, c'est pour ça qu'on les dit génératifs. Quand on les applique aux grands modèles de langage, c'est une tuerie, hein, c'est ce qu'on observe. On a donc, le modèle de langage, c'est des modèles statistiques, descriptifs, de distribution de symboles et de leur contexte codant implicitement la syntaxe et la grammaire usuelle dans les corpus, sans qu'il y ait de sémantique, mais finalement, à force de coder des statistiques de distribution de symboles et de leur contexte, eh bien, dans les régularités, on imagine que est perçue d'une certaine manière par le système la syntaxe et la grammaire. Surtout qu'il y a 175 milliards de paramètres dans GPT-3 et 100 millions de millions dans GPT-4, si je me souviens bien. Donc ça commence à faire pas mal. Mais évidemment, c'est ça qui m'intéresse, ces systèmes-là assurent les fonctions 3. Et souvenez-vous, la fonction 3, c'est expérimentation sur objet substitutif de même nature, c'est-à-dire que ça nous balance des symboles. Alors pour le coup, là, c'est exemplifiant. Donc c'est de même nature, on lui balance des symboles, il nous rebalance des symboles. Bon, très bien. Sauf que ce n'est pas des symboles qui réfèrent à des concepts, c'est des symboles qui sont conceptualisés, mais ils ne sont pas conceptualisants. Ils sont conceptualisés parce qu'ils sont classés, globalement, bon, c'est des noms, des verbes, etc., très bien, mais ils ne sont pas conceptualisants. Et c'est là qu'on est bluffé, parce qu'on se dit, c'est toujours des symboles, mais on a l'impression d'une intelligence symbolique, hein, car ils donnent deux rôles différents, mais en même temps, hein, ou simultanément, ou alternativement, tantôt comme objet matériel conceptualisé par l'apprentissage, puisqu'il y a bien quand même, on n'est pas dans des modèles purement observationnels, il y a quand même une ontologie minimale qui différencie ces types de symboles, mais pas en tant qu'ils réfèrent à des concepts, mais uniquement parce qu'ils ont été repérés dans des contextes dans lesquels ils vont bien, et la machine nous ressort un truc, je vais lui sortir ça, ça va le calmer. C'est en gros ce que pense l'ordinateur, si vous voulez. Il me fait un prompt comme ça. D'habitude, on sort en statistique, on sort ce genre de truc et ça les calme. Et voilà, on va répéter à la humaine. On va parler à la humaine, se dit ChatGPT. Et ça nous bluffe. Waouh! Il a l'impression de comprendre. Donc c'est important de distinguer les fonctions sur ce point-là. Donc là, voilà, un petit échantillon. Autre échantillon, les rapports entre fonctions. Ça, je me suis intéressé à ça, vous regarderez à la fin de cet article que j'avais déjà cité. Je me suis intéressé au cas des modèles de diffusion dans l'espace d'innovation technologique, déjà étudiés dans les années 30 puis 1950, de manière assez innovante par un géographe suédois qui était un des premiers à disposer d'un ordinateur pour lequel il a eu une approche individu centrée avant l'heure. Et en fait, vous regarderez qu'il utilise la fonction de compréhension, c'est-à-dire des motivations des acteurs, donc il représente ces agents, du genre, je vais faire comme le voisin parce qu'il a adopté la radio ou il a adopté tel type de graines. C'est des agriculteurs en Suède.
parce que je le connais, etc. Donc c'est tout ce qu'étudient les sociologues, c'est passionnant. Donc il y a une compréhension, c'est-à-dire que je fais confiance, ou c'est mon cousin, etc. Donc il y a bien une valeur, d'accord, qui va déterminer mon action. Donc c'est rationnel en valeur, d'une certaine manière, comme dirait Weber. Ensuite, comme ces gens-là vont commencer à faire masse, eh bien, ils vont interagir, d'accord? Donc, il va y avoir des effets d'explication sous forme mécanistique, un petit peu au sens de la physique statistique. Il va y avoir un phénomène d'adoption généralisée localement à une autre échelle. Et donc, cette compréhension permet d'expliquer, parce qu'on a bien représenté le mécanisme réaliste au niveau de l'agent, et en même temps, l'interaction crée l'adoption globale de la technique. Voilà, tout le monde est maintenant à la radio, tout le monde a adopté la graine machin, qui est un hybride. À l'époque, ce n'était pas les EGN, mais c'était déjà des hybrides qui avaient de meilleurs résultats en termes de rendement. Et c'est contrôlé tout ça grâce à la fonction de prédiction servant elle-même à la validation. Voilà, donc vous regarderez ça. Il y a aussi la fameuse question, qu'est-ce qu'un modèle analogique? Alors, il faut un peu proscrire ça. Un modèle analogique, ça peut être analogique au sens où son principe est analogique. Souvenez-vous, l'analogie, c'est la dénotation plus exemplification de rapport. Exemple, un circuit RLC exemplifie, enfin, est analogue à une équation différentielle. Et d'ailleurs, avant les calculateurs numériques, on avait des analyseurs différentiels qui utilisaient des circuits RLC pour modéliser des équations différentielles à principe analogique, en utilisant un principe analogique. Mais ça veut dire aussi, en mathématiques stricto sensu, quand on dit qu'un modèle est de nature analogique, en fait, ça veut dire que sa nature mathématique est de type continu, analytique et non discret. C'est différent, c'est pas le même. Et enfin, on peut distinguer aussi entre principe et nature, c'est intéressant. Clarifier la différence entre principe et nature d'un modèle permet de distinguer différents critères de validation. Deux questions déjà qu'on peut distinguer. Quand on va se demander si ce modèle est utile, par exemple, on peut se demander si le principe du modèle de cette nature permet réellement d'assurer cette fonction. Par exemple, est-ce que je peux expliquer la chaleur en représentant uniquement le choc des atomes et leur vitesse? Est-ce que je peux expliquer la pensée ou l'excitation de certaines zones de la pensée en représentant uniquement le fonctionnement du neurone individuel? Ou est-ce que je peux expliquer l'émergence de la ségrégation uniquement en représentant les actions individuelles? La question de l'individualisme méthodologique en sociologie, etc. Donc ça, c'est la question du principe. C'est-à-dire, je vais, par exemple, avoir une approche quasi iconique, quasi exemplifiante. Je vais représenter un individu par un agent informatique. Ou alors, je peux me poser la question, et là, c'est la différence entre principe et nature, qu'est-ce que suppose ontologiquement le principe? Ce que suppose, par exemple, ontologiquement le principe. Je peux très bien me dire, mais en fait, les atomes n'existent pas, mon vieux. Tu te souviens ce que disait Ostwald, etc. Les énergéticiens, les énergétistes, ils étaient contre les atomes. Parce qu'on pouvait expliquer la chimie un peu autrement, c'était assez élégant. L'atome social existe-t-il? Ça peut se contester. Donc, est-ce que l'engagement ontologique, quand je n'ai pas accès directement à l'échelle de l'atome, je suis en 1910, ou bon, même dans la sociologie, ça pose question, est-ce que j'ai raison de dire que c'est cette entité qui persiste, qui insiste et qui résiste, et qui en même temps est à l'origine de tous les phénomènes de groupe que j'observe? Ou est-ce que j'ai tort de dire que l'atome existe et que c'est lui qui est à l'origine de ça? Donc, voilà. Donc ces questions sont un peu différentes, et clarifier la différence entre principe et nature permet de clarifier cela. Et justement, un principe permet d'adresser précisément la question de l'engagement ontologique. C'est-à-dire, je reviens sur la question de l'IA numérique qui paraît magique. C'est quand même fascinant. Il y a maintenant des programmes qui peuvent même prédire mieux que les modèles climatiques complexes. Donc justement, les climatologues, ils ont un peu peur parce qu'on leur dit, mais attendez, un peu d'IA numérique massive derrière et vous allez voir ce que vous allez voir. Même donc, la météo, mais aussi éventuellement le climat. Donc, est-ce que c'est la fin de la théorie, comme Chris Anderson avait dit en 2008 dans Wired? Est-ce que c'est la fin des modèles explicatifs? Je traduis, ou les modèles explicatifs à base théorique avec engagement ontologique sur il y a des atomes plutôt que pas d'atomes, il y a des atomes avec telle propriété plutôt que pas de propriété, etc. Donc c'est il y a l'engagement ontologique. Je pense que dans le monde, il y a plutôt ça que pas ça. C'est ça l'engagement ontologique. Donc quand vous mouillez sur un principe, vous devez dire ce que vous croyez profondément qui existe et qui est vraiment quand même la cause derrière et que vous symbolisez ensuite dans votre mathématique ou dans votre codage informatique. Regardons justement ceux qui sont purement là pour prédire. Et ça, c'est ce que j'évoquais dans mon résumé. Quand vous regardez dans le détail les maths qui sont derrière, même un modèle statistique non paramétrique plaque d'entrée de jeu
un horizon mathématique minimal, un moins 10 ans, mais quand même 10 ans, mathématique, c'est-à-dire une symétrie. Je prends juste le cas, par exemple, ce qu'on appelle des modèles agnostiques, PAC, Probability, Probably Correct, je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, derrière, il y a toujours l'hypothèse mathématique, donc c'est des modèles non paramétriques dont on pense qu'ils sont agnostiques. Hein. Il y a des philosophes qui disent qu'ils sont agnostiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement ontologique. Je n'ai pas de gnose, je n'ai pas de connaissance du tout sur ce qu'il y a derrière, et c'est magique, j'ai des résultats. Moi, je dis c'est faux, il n'y a pas d'agnosticisme radical, puisque vous projetez dessus une sigma algèbre avec des hypothèses de théorie de la mesure, donc il n'y a pas de free lunch là-dessus. Vous dites, je croise les doigts, on se laisse cross fingers, je pense que je peux penser... Toutes les données sont ill-structured. Je ne sais pas les structurer, j'y comprends rien, mais je les qualifie quand même conceptuellement parce qu'elles sont colorées comme ci, colorées comme ça, etc. Paf, quand même. Il n'y a pas de structure, donc c'est agnostique. Je vais faire non. Si vous commencez à dire que vous pouvez faire une distribution de probabilité dessus, vous faites une sigma algèbre, vous autorisez une mesure, paf, c'est parti. Vous plaquez une pré-compréhension mathématique minimale. Donc c'est là que je suis d'accord avec le sociologue pour dire qu'il y a toujours un biais. Mais on va jusqu'au bout du truc. Le biais, il est mathématique jusqu'au bout du bout. Bon, très bien. Mais est-ce qu'on va pousser les cris d'orfraie en disant « Ah, il y a toujours des biais, donc on ne peut rien faire, c'est juste la lutte sociale, etc. » Non. Vous qui avez les compétences en mathématiques, j'espère, pour aller jusqu'au bout du truc, c'est quand même un engagement ontologique minimal, mais c'est un engagement ontologique, mais minimal, qui est plus réaliste, sauf qu'on n'a pas les concepts pour simplifier, les régularités qu'il capte avec ces 175 milliards de paramètres, c'est ça le problème. Les stratégies de modélisation possibles face à la modélisation, face à la complexité. Là, je parlais de ces changements globaux, c'est des défis à la prédiction, vous le savez, la compréhension. Donc on a des systèmes complexes, c'est-à-dire un grand nombre d'éléments avec des bouclages, des interactions non linéaires, du chaos déterministe, des sensibilités conditionnelles, des bifurcations. Donc ça signifie des changements de régime, des hétérogénéités avec le souci que souvent on ne peut pas choisir des mécanismes prépondérants parce qu'il n'y a pas de mécanisme prépondérant dans certains cas. Il y a des phénomènes socio-écosystémiques où il faut tout représenter, ou en tout cas il y a plusieurs mécanismes d'égale importance qu'il faut représenter avec des émergences qui sont parfois robustes et donc ça pose problème. Donc voilà, alors je regarde là aussi rapidement, qu'est-ce qu'on a fait en fait historiquement? Vous savez, il y a la théorie générale des systèmes, les modèles systémiques, donc on représente d'abord des variables, plutôt avec des équations différentielles ou des relations flux-stock, avec des représentations explicites de boucles positives et négatives. Et donc on a des fonctions effectivement de prédiction, mais ce qui est souvent recherché quand on regarde Jay Forrester, c'est des attracteurs. Parce qu'au fond, et ce qui fascinait Jay Forrester, c'est de dire, voilà, quelles que soient les conditions initiales, dans un système industriel dynamique comme ça, en fait, il y a tel type d'attracteur qui va arriver. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une fermeture fonctionnelle qui est ici importante et on a effectivement plutôt la recherche d'une optimalité. Et du coup, on peut comprendre grâce à l'analyse systémique de type flux-stock, de type voilà, Jay Forrester par exemple. Alors maintenant, si on passe à toute autre chose, justement ce que les gens ont voulu développer à la faveur de la programmation orientée objet, et puis de l'IA distribuée, c'est de représenter des agents informatiques avec leurs interactions, et puis également sur des grilles géographiques, sur des GIS derrière. Donc, alors évidemment, ça devient une usine à gaz. Donc les gens vont dire, mais qu'est-ce que vous allez comprendre? Puis en plus, ça va faire émerger des trucs qui ne sont pas robustes. C'est vrai. Il n'y a pas de théorème derrière pour nous dire comment comprendre le résultat. Donc souvent, d'ailleurs, on a une approche empirique de ce type de système multi-agent, et on essaie de comprendre a posteriori en regardant les enveloppes statistiques de ce qui se passe le plus souvent. Bon, j'arrête là-dessus. Je pourrais parler plus longuement des approches complexes, des systèmes complexes, mais moi, ce qui m'intéresse ici, puisque l'objectif, c'est de parler de la compréhensibilité et notamment de la première motivation, mobiliser les stakeholders que nous sommes, les porteurs d'enjeux, ceux qui ne comprennent pas tout, mais qui aimeraient bien quand même un petit peu voilà, être libre. Être libre, c'est connaître ce qui nous détermine, comme dit Spinoza, mais aussi reprendra Freud, etc. Donc, ça ne veut pas dire complètement changer le monde à sa façon, mais si déjà quelqu'un nous explique et nous fait comprendre plus exactement, c'est-à-dire fait que notre cerveau revient à la manœuvre et est capable de se représenter
ce qu'il subit et pourquoi il le subit, alors on reste humain. Et donc au moins, on doit aux gens qui ne sont pas des ingénieurs d'expliquer par des explicitations, et souvent par des jeux, ça commence comme ça, dans l'approche du collectif commode du CIRAD, c'est-à-dire que la modélisation participative, ça commence par du débriefing par des jeux concrets, avec des cartes. Donc tu es le fermier et tu explicites comme ça ta stratégie. Et donc ça permet d'expliciter, c'est des entretiens et des jeux d'explicitation, donc il y a une espèce d'approche ludique mais sérieuse, donc c'est du jeu sérieux d'abord matériel, qui devient ensuite un jeu sérieux informatique, c'est-à-dire qu'après ces gens-là, on les fait revenir 3 semaines après, parce que les gens ont codé entre-temps, un programme qui reprend cela, et donc ils se voient en fait jouer, et du coup ils vont jouer avec le jeu pour trouver des alternatives. Et comme ils ont été respectés en fait dans leurs valeurs, elles les voient en fait mises en scène, eh bien quand on va proposer, quand on va trouver ensemble une solution, eh ben, ils seront prêts à l'implémenter, vous voyez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, mon idée, c'est pas, on pourrait se dire, il faut respecter les humains, c'est formidable, etc. C'est vrai, mais par ailleurs, je vous dis, il y a de l'urgence, donc ça serait bien qu'il y ait de l'autorité, c'est toujours le problème, autorité, tac, 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 il y a des gens qui savent, et puis bon, donc maintenant, ça suffit, hein, vous allez obéir maintenant, hein, bon, donc la loi. Mais pour les humains, quand on est en situation démocratique ou relativement distribuée, il y a un moment où c'est plus opérationnalisable, c'est plus payant de faire comprendre et puis d'impliquer les gens. Donc la modélisation participative, ce n'est pas du bluff, hein, c'est un outil important. Là, je reviens, tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là, oui, c'est les autres paradigmes de modélisation de spécification, les approches cybernétiques, on va parler devs. Devs, ça c'est plus pour les systèmes compliqués plutôt que les systèmes complexes. Donc effectivement, c'est le tournant de la modélisation orientée objet qui a permis ça. Alors oui, je terminerai là-dessus. Évidemment, par rapport à devs qui modélisent des systèmes industriels, Discrete Event System Specification, discret, hétérogène. Hein, vous avez discret, du continu, changement de régime. Donc ça, c'est une grosse innovation de l'approche un peu générique par événement discret. La grosse innovation avec les problèmes qu'on a exposés au début, c'est qu'on a affaire à des êtres vivants, y compris même à des êtres humains. Alors les acteurs vivants, ils subissent l'évolution darwinienne, ou ils bénéficient de l'évolution darwinienne. Les acteurs humains, ça a été souligné d'ailleurs aussi par Lemoigne, hein, il y a un rôle important des valeurs, il y a des biais explicites et implicites. Il y a bien sûr la fameuse circularité entre systèmes modélisés et systèmes modélisants. On voit en finance, hein, dès que vous publiez un modèle en finance, les gens vont, et qu'il est vraiment très crédible, les gens vont spéculer contre, donc du coup il va être réfuté, ou ils vont au contraire, etc. Donc il y a une espèce de circularité qui pose question. C'est la même chose pour l'épidémiologie. Hein. Vous dites, attention, il y aura 400 000 morts. Si il n'y a pas 400 000 morts, on vous avait bien dit que... Bon. Donc il y a évidemment ces problèmes de performativité du modèle. Comment on valide quelque chose qui est performatif? Bon, je ne fais qu'évoquer ces questions. Hein. Le cas de l'épidémiologie, vous avez quelqu'un comme Samuel Allison qui souligne le fait qu'il faut marier Pasteur avec Darwin. C'est important effectivement d'avoir le niveau individuel, mais on a bien vu avec les variants, ça c'est pourtant un bouquin ancien, enfin 2020, qui est publié avant, on a bien vu avec les variants qu'un virus c'est très petit mais ça se reproduit vite, donc c'est du darwinisme at runtime, hein, en temps réel. Donc il faut avoir une approche dynamique des populations au sein de l'environnement, donc contextuelle, dynamique des populations. Quand vous faites une... Alors, Samuel Allison est plus partisan des approches par équation différentielle, variable, etc. Juliette Rouchier était intervenue, ce n'est pas une spécialiste, mais pour questionner, je trouvais que c'était intéressant ce qu'elle disait, donc c'est pour ça qu'on l'a publié, l'utilisation des systèmes multi-agents pour lesquels il n'y a pas de théorème et on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on explore et c'est intéressant. Et elle a bien souligné le fait qu'il y avait eu un abus dans les médias au début des systèmes multi-agents pour essayer de... Ce que les gens disaient, on va à la fois expliquer, prédire, comprendre. En fait, on peut au mieux expliquer, mais uniquement si on a prouvé que dans les modèles multi-agents, on a des propriétés structurelles robustes. Or, comme c'est rarement le cas, voilà, l'explication fournie par des systèmes multi-agents, vous allez reproduire dans le détail les comportements des agents, je sors pas de chez moi, j'obéis pas, je suis susceptible, je suis infecté, etc. Ce sont les fameux modèles CIR en épidémiologie. Ça donne des choses qui ne sont pas théorématiquement abrégeables. Ce n'est pas nouveau de se dire qu'on va, pour gérer les systèmes aussi économiques, employer les suggestions proposées par l'écologie et l'évolution. Une idée intéressante, enfin, c'est ce que propose Pascal Pic.
ce qu'ajoute Pascal Pic, c'est de dire que les systèmes humains, ce n'est pas seulement des systèmes darwiniens, parce qu'on est des êtres vivants, mais c'est des systèmes aussi où l'évolution lamarckienne est valable, surtout dans l'évolution en entreprise ou dans l'innovation, puisque vous pouvez apprendre de votre observation directement. D'accord? Donc il y a un apprentissage, il y a au fond l'hérédité des caractères acquis, qui a été réfuté par Darwin, mais les deux valent en fait, c'est ce que montre de façon intéressante par Pascal Pic. Par ailleurs, donc, dans ce bouquin de 2011 intéressant, il insiste beaucoup sur l'idée que finalement, dans l'innovation même technologique aujourd'hui, soit on adopte une stratégie R, soit une stratégie K, vous regarderez ça. Stratégie R, c'est fort taux de reproduction, mais conditions de vie variables, versus croissance lente et conditions de vie stables. Donc par exemple les éléphants, voilà, on ne fait qu'un seul éléphant, mais ça dure très longtemps. Mais par contre, il faut que les conditions de vie soient stables. Et là, au contraire, dans un milieu extrêmement changeant, on a intérêt à faire des tas d'enfants, et puis on verra bien ceux qui survivront. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Dans un bouquin plus récent, cette opposition entre stratégie R et stratégie K, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une autre loi de l'écologie qui apparaît, qui est la loi de la mémoire tampon cognitive. C'est-à-dire qu'on a observé qu'en fait, quand on avait un gros cerveau, pour simplifier, comme les corbeaux, les rats et les hommes, hein, c'est Rob Dum qui dit ça, eh bien, au fond, on était assez résilient à un climat très changeant, etc. Alors même que pourtant on avait une stratégie K. Et donc ça peut être bien d'avoir un cerveau. Un cerveau, ça évite de faire beaucoup d'enfants, mais on peut résister à des changements de conditions environnementales très sévères. Voilà. Donc ça temporise un peu l'opposition stratégie R, stratégie K, donc un peu d'optimisme là-dessus. Et puis ça confirme un peu mon propos qui est vertu adaptative de la complexification des modèles. C'est-à-dire on a raison, d'un point de vue écologique, de complexifier nos modèles. Parce que, comme ça, notre cerveau augmenté sera encore plus résilient, si on peut dire. On peut l'espérer, let's cross fingers. Je terminerai sur une autre approche qui est soulignée par les chercheurs en sociologie des sciences, et ils ont raison, hein, STS, Science and Technology Studies, c'est de dire... C'est la continuité, la continuation en fait, de la réflexion sur la modélisation participative. Quand on y réfléchit pour les modèles, par exemple, de gestion, d'agriculture, etc., on a des approches techniques d'ingénierie qui incorporent des jugements de valeur. Ça, je crois que le Mang serait d'accord aussi là-dessus, qui sont restés invisibles pendant très longtemps. Aujourd'hui, maintenant, il faut les expliciter et faire que les stakeholders, les porteurs d'enjeux, puissent, en interagissant dans des machines à apprentissage collectif, c'est-à-dire qu'en ayant accès au code des modèles, en ayant accès aux modèles, rendre visibles les valeurs qui sont derrière. Alors, bon, derrière, il y a effectivement certains chercheurs qui sont anticapitalistes, etc. Mais c'est quand même quelque chose de sérieux parce qu'on est toujours dans l'idée, le principe quand même est sérieux, c'est l'idée de... on va pas pouvoir faire sans les gens. On ne va pas pouvoir faire sans les gens. Et donc, il faut qu'ils comprennent, et donc qu'ils apprennent même, ou qu'ils soient dans la co-construction, mais dans le détail. Et donc, les modèles de l'agriculture mondiale, par exemple, doivent être construits comme des machines à apprentissage, qui laissent de la place pour une variété de connaissances, à la fois de scientifiques et de porteurs d'enjeux, aussi bien qu'au débat public. Alors, moi, en tant que philosophe, j'applaudis, mais en même temps, je dis qu'il y a une hypothèse métaphysique derrière. Ça m'intéresse. C'est un peu l'hypothèse qui est aussi derrière le livre récent de Larère et Larère, Raphaël Larère, et comment elle s'appelle, Claudine Larère, je crois, qui disent, voilà, tout ne va pas si mal ou tout ne va pas s'effondrer. C'est contre l'effondrisme, contre la collapsologie qu'ils en font. En fait, ayons confiance dans l'auto-organisation spontanée des solutions alternatives, parce que l'humain a toujours trouvé des... Et moi, je dis, oui, c'est beau, c'est bien, donc nous sommes des êtres vivants, et donc nous allons trouver par auto-organisation et sans être corsetés par des lois, trouver la solution à la transition écologique. Sauf qu'on n'a pas le temps. Sauf qu'on n'a pas le temps. C'est ça le problème. Et c'est un peu ce genre de problème que j'ai avec cette approche-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le temps aussi. Donc là, tu disais que j'ai des questions, et c'est mes questions, je n'ai pas de réponse. J'aimerais bien qu'on ait le temps de comprendre et de faire comprendre à tout le monde ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, pour mettre les gens au pied du mur et qu'ils soient adultes pour faire leur changement de trajectoire. Mais est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas. Donc, on a l'idée dans ces approches-là qu'on a à la fois un calcul optimal de compréhension, de négociation, d'appropriation libre des valeurs, des diagnostics, des prédictions de scénarios, et au final d'acceptation par chacun des porteurs d'enjeux, des préconisations résultant du mode. Je comprends que je dois négocier ici, je renonce à... Le problème, c'est OK pour la compréhension et la démocratie, mais quid de l'urgence?
Quid des échelles temporelles contraintes? Et d'ailleurs, quid du conflit habituel qui est persistant entre valeurs? C'est-à-dire que c'est un peu comme si on remplaçait la science par la philosophie. C'est-à-dire que vous allez faire des modèles dans lesquels il y aura des philosophes, et il y a peu de philosophes qui en ont convaincu d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit « mais non, mais moi, ma valeur, c'est ça, mais ma valeur, c'est ça. » Enfin, bon. Donc ça peut être un problème. Et puis en plus, il y a une espèce d'optimisme qui est que, au fond, des cerveaux humains, même en essaim, trouveraient la solution. J'ai un doute. Enfin, je sais pas. Et en plus, historiquement, les valeurs elles-mêmes évoluent. Et donc, est-ce que ces systèmes-là vont inventer de nouvelles valeurs? Voilà. Conclusion. Les formes légitimes de l'acceptabilité. J'avais dit que je travaillais ici pour essayer de réfléchir à la faisabilité, donc à la critiquabilité et l'acceptabilité. Donc je terminerai sur l'acceptabilité et la faisabilité. La faisabilité, ici, on a essentiellement vu, elle est d'ordre... Dans cet exposé, j'ai essentiellement souligné la faisabilité technique, c'est-à-dire les modèles, quand ils deviennent complexes, comment ils gèrent l'imprévisibilité, et aussi sociale concrète, comment les rendre faisables au sens où il faut produire des dispositifs participatifs, multi-agents, où les gens sont entendus, non pas parce qu'on est gentil, mais parce qu'on a besoin d'eux pour la solution. À quoi on peut ajouter la faisabilité subjectivo-pratique au sens de Lemoigne, c'est-à-dire la constructibilité par les cerveaux des individus non spécialistes, la jouabilité, il dit aussi par moment, l'explorabilité des possibles significatifs. Donc ça, je pense, c'est apporté par la modélisation participative. Mais néanmoins, et c'est là que c'est quelque chose d'important, c'est là qu'il noue, et je suis d'accord avec lui, à la fois l'approche du vraisemblable et de la vérité. Le vraisemblable, c'est la rhétorique, c'est-à-dire qu'on va chercher le plausible commun au sujet du réel et des valeurs, c'est l'éthos et le pathos, en fait, chez Aristote et la rhétorique, alors que le savoir plutôt technique et relativement stabilisé, le savoir instruit, c'est plutôt le logos. Moi, je dis qu'en fait, il faut articuler les deux, et ça produit une première forme d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'on y a des gens qui sont convaincus qu'il est plus plausible de croire la science au niveau où elle est, et puis aussi les scénarios et les projections qu'elle promet pour comprendre. Mais je n'ignore pas que cette fameuse question de l'acceptabilité, elle est piégée, cette notion est piégée, et plusieurs sociologues ont raison de nous alerter en disant attention, de ne pas, au nom de l'acceptabilité sociale, produire des communautés qui seront toutes prêtes à être résignées. Hein, parce qu'il y a l'idée de, oui, vous les ingénieurs, vous allez produire une ingénierie sociale rhétorique et de persuasion maligne pour faire que les gens fassent ce que vous avez envie qu'ils fassent pour maintenir le statu quo. Alors ça, on voit les critiques, vous voyez, c'est un propos très général que je dis, mais vous pouvez exemplifier à l'envie. Donc, au fond, c'est accepter au sens de « Ah, est-ce que c'est se résigner ?» Non, c'est pas ça que l'on veut. Accepter, c'est continuer à rendre les gens adultes autant que possible, mais aussi être adulte, c'est faire des deuils. Donc, est-ce qu'on est capable de faire des deuils aujourd'hui? C'est aussi une autre question que je me pose aujourd'hui. Donc, je terminerai sur l'acceptabilité légitime. Pour un scientifique, ingénieur ou prospectiviste modélisateur, cela impose l'acceptabilité légitime, hein, contrairement à la précédente, qui est donc instrumentante et qui est là pour le statu quo et maintenir une domination, comme on dit parfois. Au contraire, une acceptabilité, c'est-à-dire rendre les modèles acceptables, c'est-à-dire qu'on va accepter la préconisation, on va accepter que la situation est plus grave et qu'il faut agir maintenant. C'est ça que je veux dire quand je parle d'acceptabilité et légitime. C'est faire connaître ce qu'on connaît et ce qu'on ignore, en tout cas l'enveloppe de ce qu'on ignore. Chercher à comprendre et faire comprendre, c'est le titre de mon exposé, ce qui est compris, mais vulgariser sans simplifier ni chercher du sens à outrance. Parce que ça peut être dangereux aussi de chercher du sens. Parce qu'on est dans une époque, justement, où on cherche beaucoup de sens et ça peut être très dangereux. Puisque la compréhension peut être dangereuse parce que c'est une forme de simplification. Comme Robert Dunne le montre très bien, le gros défaut de l'humanité, c'est qu'elle simplifie violemment, en général, son écosystème. C'est-à-dire qu'elle a une approche simplifiante et elle finit par avoir raison dans les deux sens du terme de l'écosystème. Elle a raison sur l'écosystème parce qu'elle a eu raison de l'écosystème. Vous voyez, donc alors ça marche jusque dans certaines limites, jusqu'au moment où on s'autodétruit, hein, comme certaines peuplades qui ont détruit leurs écosystèmes, parce qu'on n'a pas une approche out of the box, on ne voit pas tout la big picture, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas parce qu'on est foncièrement méchant, c'est qu'on croit qu'on voit tout, mais... Donc c'est l'anthropocentrisme problématique. Donc attention, la compréhension n'est pas la solution à tout. Donc il faut maintenir une certaine sorte de sens de l'absurde. On ne sait pas trop pourquoi, on est là pour sauver notre peau, mais ça serait quand même bien d'essayer de la sauver.
C'est un peu ça. Parce que si tout de suite on met du sens, etc., c'est quoi? C'est une religion. Il y a des gens qui disent ça. Boller, à la fin de son bouquin sur le cerveau qui détruit la planète, il prône une nouvelle religion, parce qu'il sait très bien, en tant que neuroscientifique, qu'il va falloir en faire quelque chose de ce cerveau ultra développé et qui a besoin d'aimants, d'Orient. Hein, donc, la recherche d'Orient est dangereuse. Il ne faut jamais oublier ça. Fonder les délibérations sur des modèles faisables, au sens de non fictifs, appropriables. Ne pas utiliser la ruse ou la manipulation sophistique pour faire accepter des faits, des risques ou des scénarios. Expliciter ses valeurs autant que possible. Exposer ses propres biais autant que possible, on ne peut jamais complètement. Sa question de recherche. Et bien sûr, là, c'est mon petit apport, expliciter fonction, nature, principe, usage, faire les différences entre ces choses-là. Donner accès au programme, au code, aux données. Donc ça devient la règle maintenant. Par exemple, l'IPSL donne accès au code des modèles de climat monstrueux parce qu'il y a une reproductibilité, etc. Permettre autant que possible une exploration du modèle par les stakeholders autant que possible. Et parfois, mais pas toujours, il ne faut pas être démagogique, fonder son modèle sur une co-construction, surtout lorsqu'on a besoin des utilisateurs finaux pour modifier et régler le problème, pour modifier la situation et régler le problème. Voilà. Je vous remercie de votre attention.